Olivier Macbouchard, bonsoir. Et Léa, bonsoir évidemment. Et Charlotte, la petite nouvelle. Euh, on est ravis de vous avoir et notamment, une fois n'est pas coutume, pour le Tripode, qui est une maison merveilleuse et qu'on adore accompagner au fil du temps. Et surtout pour ce roman qui est absolument prodigieux. On va en parler tout à l'heure, mais avant ça, Olivier, est-ce qu'on pourrait parler déjà de vous, de votre parcours et comment êtes-vous arrivé à être écrivain pour concocter ce premier roman? Bien sûr. Donc, bien, ouais, j'ai une vie vraiment de monsieur tout le monde, hein. Quand j'étais petit, par mes études, etc., j'avais toujours eu envie d'écrire, mais je n'avais jamais franchi le pas. Je ne m'étais jamais senti capable. Enfin, les écrivains, pour moi, c'était un nuage inatteignable. Et, et donc, je n'avais jamais essayé de concrétiser ce rêve par timidité, je pense, hein, par peur d'échouer aussi. Euh, et, euh, et puis, ben, lorsque j'ai commencé ma vie active, je me suis dit que finalement, rien ne m'empêchait de cultiver ce loisir, quoi. Et je m'y suis mis, voilà. Par, par défi, par envie. Et, ça a été long et difficile. Ça a été un vrai marathon. Mais c'est comme ça qu'au final, le dit du Mistral est arrivé. Voilà. C'était un livre que j'avais toujours voulu écrire, hein. Une grande fable sur la Provence dont je suis originaire. Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Donc, je suis originaire du Luberon et j'avais toujours eu envie de rendre hommage à cette contrée qui m'avait vu naître et grandir. Et lorsque j'ai décidé d'écrire, lorsque je me suis jeté dans le bain, en gros, j'avais beaucoup de choses dans la tête, quoi, tout dans la tête. Et puis après, roule ma poule, quoi, j'ai défilé, j'ai laissé défiler beaucoup de corrections, beaucoup de manuscrits, mais ces personnages que je côtoyais depuis tout petit, finalement, sont devenus des réalités de papier. Et puis après, le Tripode, Frédéric et le Tripode ont rendu tout cela possible, quoi, voilà. Alors Et justement, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, vous avez tout ça entre les mains. Voilà. justement, est-ce que c'est votre réel premier roman ou est-ce que vous avez déjà écrit auparavant? Est-ce que vous aviez déjà concocté quelques textes en dehors du dit du Mistral, qui est entre guillemets votre livre fondateur, on peut le dire ainsi? Alors, quand j'étais en cinquième, justement, pour épouser cette carrière d'écrivain, je m'étais lancé dans un premier roman, le tout premier. Donc, ça avait des airs de Les cinq cousins mènent l'enquête ou Michel à la montagne. Euh, je l'avais rendu à mon professeur de français qui m'avait félicité, qui m'a dit que c'était très bien. Mais entre ça et le dit du Mistral, il n'y a rien eu. Voilà. Voilà. Donc, en Alors effet, on peut considérer que c'est le tout premier. justement, sur votre façon d'écrire, comment vous vous y êtes pris? Est-ce que vous aviez établi une sorte de routine quotidienne? J'imagine que vous avez donc un travail à côté pour l'instant et Oui. que voilà, pour l'instant, vous n'envisagez pas forcément de faire ça à plein temps ou c'était un rêve, une Hum, sorte de rêve? ça reste un rêve. Voilà. En fait, c'est assez marrant parce que la finalité et la méthode sont finalement assez liées. Euh, j'ai des... Je me lève le matin et je suis quelqu'un assez porté sur l'imaginaire, le créatif, hein. Et le matin, on va dire que l'inspiration frappe à la porte. Donc, sous la douche et au petit déjeuner, j'ai plein d'idées. Donc, je les note dans un petit carnet noir. Je les écris. Et puis, pendant la journée, pendant la vraie vie, je les laisse un peu mûrir. Je me dis, ah ben ça c'était drôlement bien. C'est une très bonne idée.
Puis d'autres, au contraire, tu dis, oh là là, j'aurais mieux fait de boire mon café avant parce que ça mène nulle part. Et puis la journée s'écoule comme ça. Et le soir, après manger, j'aime beaucoup la nuit. J'aime beaucoup la nuit. Je suis quelqu'un d'assez nocturne, quoi. Donc chaque soir, après dîner, je me consacre 1 à 2 heures, voire 3, s'il y a matière. Et ce à quoi j'ai pensé, je le transforme en texte, en ligne. Et c'est comme ça, au jour le jour, que se construit l'histoire. Et je ne me relie absolument pas, par peur de voir à quel point c'est mauvais et de m'arrêter en cours de route. Et lorsque je mets ce que j'estime le point final, j'imprime tout. Et après, c'est un combat de boxe, quoi. Je rature, je déchire, je remonte, je redescends, je change, je fais la chasse aux répétitions, etc. Et de manuscrit, de tapuscrit en tapuscrit, au final, apparaît La bête. la bête, la bestiole. Aurore? Alors bonjour, merci à vous pour cette conférence ce soir. C'est toujours avec un grand plaisir que je peux suivre les auteurs et les maisons d'édition grâce au VLIL organisé par notre ami Anthony. Alors ma question, ça serait la suivante. Je voudrais savoir si vous avez un écrivain phare ou un livre en particulier qui vous a donné envie d'écrire, quelque chose qui a été le point de démarrage où vous vous êtes dit là, c'est ça que je veux faire, je vais être écrivain. Merci. Un écrivain phare, ce serait sans doute Haruki Murakami, que j'aime énormément. Et pas Henri Bosco? Surprenant. En fait, c'est oui, Henri Bosco ou Giono. Donc, si on y va de manière chronologique, il y aurait Henri Bosco et Giono au collège, parce que forcément, ce sont des personnes très présentes quand vous grandissez à Apt. Mais après, au fur de l'adolescence et de la vie adulte, je dirais Murakami avec Kafka sur le rivage, parce qu'il y a vraiment le sentiment de la portée de l'imaginaire et du voyage intérieur sont très fortes, bien évidemment. Et enfin, je vais vous faire un troisième choix, assez lié à San Francisco d'ailleurs, c'est Jack London. Avec Call of the Wild. En français, c'est l'appel de la forêt. Donc, Jack London a vécu à San Francisco et en relisant Call of the Wild et en voyant là où Jack London a vécu, à un moment, je me suis dit, et puis après tout, pourquoi pas moi, quoi. Si lui a réussi, pourquoi pas. En sachant qu'il vaut mieux lire le livre que le film qui a été adapté très récemment. Oui, voilà, c'est dit. Stéphanie? Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Alors, moi, j'ai fini votre livre cet après-midi et en fait, je l'ai commencé hier et j'étais vraiment passionnée par ma lecture parce que on rentre dans un monde vraiment qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter forcément en littérature et c'est ça qui est dépaysant et en même temps, on reconnaît des choses parce que moi, je connais très bien cette région que vous décrivez du Luberon. Enfin voilà, bref, ce que je voulais vous demander, c'est quel est votre rapport au territoire, c'est-à-dire en fait, là, c'est très ancré dans un espace géographique très identifiable. Et donc, ça suppose, bon, vous avez dit que vous êtes, que vous êtes originaire de la Provence, mais quand on s'intéresse à un territoire, ce n'est pas seulement un espace, c'est aussi donc, des habitudes de vie, un climat, une langue, des traditions, des légendes. Voilà, donc comment on appréhende tout ça? Et du coup, est-ce que vous pourriez écrire sur un autre territoire que celui-là? Et aussi, quel est votre rapport au territoire en général? C'est-à-dire, est-ce que vous voyagez beaucoup? Par exemple, là, vous êtes au Québec
Et donc, est-ce que ça veut dire que voilà, vous avez l'habitude de beaucoup voyager, d'appréhender des territoires différents, variés, qu'on pourrait retrouver dans des romans après? Et j'ai une question subsidiaire, je suis désolée de faire vraiment très long, mais j'ai discuté cet après-midi avec un écrivain québécois, donc, que tout le monde connaît ici, c'est donc Michel, je trouve plus son nom, c'est horrible. Michel Jean. Voilà, et donc il est québécois et il m'a dit, mais alors cet écrivain que vous rencontrez ce soir, il a un nom Inou, Mac. Et donc il voulait savoir si vous étiez un Inou provençal. Voilà. Donc, Pardon, hein? parce Si je qu'il m'a suis dit un Inou, c'est-à-dire c'est une tribu, enfin c'est des autochtones donc au Canada. Et donc il a reconnu dans Mac en fait un nom Inou apparemment. Et donc ça l'a interpellé. Il avait très envie de lire votre livre. Donc je me demandais quel était dans tout ça votre rapport à pourquoi vous êtes à Québec. Ça ne me regarde pas directement, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez l'habitude des voyages? Est-ce que, enfin, je vous laisse répondre peut-être parce que là, je Oui. crois que j'ai trop parlé. Non, non, je vous en prie. Alors déjà, je pense qu'il y a une incompréhension parce que moi, je suis à San Francisco. Hein. Oui. Alors, j'ai En fait une erreur dans le Californie. groupe. J'ai fait une erreur dans le groupe Donc, au voilà. départ et je me suis rattrapé tout à l'heure en live. J'ai fait une confusion sur Québec et San Francisco avec le décalage horaire. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est rattrapé. Bon, ça reste en Amérique du Nord. Voilà. Donc, bon, alors je note le territoire, la Provence, le rapport au territoire et le nom avec un potentiel lien vers le Québec. Voilà. Alors sur la Provence, sur le territoire et les voyages. Voilà. Sur la Provence et sur le Luberon plus exactement, donc j'ai un rapport que je n'hésiterai pas à qualifier de charnel, corporel. C'est là où j'y suis né, où j'ai grandi, et donc la géologie, la tectonique des lieux, je veux dire, résonne en moi. C'est très, très fusionnel avec ma famille a des origines paysannes, donc c'est un rapport fusionnel avec la terre. Je n'hésiterai pas à le dire comme ça. Après, avec la vie qui s'écoule, comme vous l'avez dit, sur la terre, sur un territoire, il y a aussi les gens. Et Luberon, c'est une destination carte postale, c'est vrai. On pense au champ de lavande, etc. Mais il y a aussi les gens qui y vivent au jour le jour, enfin 365 jours par an. Les 10 mois qui ne sont pas juillet-août et qui ont une langue, enfin le provençal, et aussi une industrie, une vraie culture. Et ce sont des gens, une langue, une histoire à laquelle je pense j'ai voulu rendre hommage dans mon livre. Parce que pour moi, c'était indissociable c'était impensable de dissocier la terre et les gens qui faisaient vivre ce territoire. Donc j'ai voulu rendre hommage aux deux, en espérant avoir trouvé les mots justes. Voilà. Donc, de prendre la carte postale et d'écrire avec justesse ce roman derrière. Et sur le fait de pouvoir écrire, sur le fait de devoir écrire sur un autre territoire. Oui. C'est une question auquel je vais apporter deux réponses. Sur l'autre territoire, je pense qu'il y a les voyages. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et c'est un peu un dilemme intérieur. Comment est-ce qu'on peut aimer, comment est-ce qu'on peut avoir un rapport charnel à ce point avec un territoire et en même temps envie d'aller ailleurs, quoi. Pour le dire directement,
si tu aimes tant le Luberon que ça, pourquoi est-ce que tu n'y vis pas, pourquoi est-ce que tu n'y vis pas actuellement? Ce à quoi je fais la réponse, on peut être provençal et être curieux des autres cultures et des autres territoires. L'un ne va pas sans l'autre. L'exclusivité ne veut pas dire chauvinisme ou égoïsme. Je suis quelqu'un qui j'ai énormément voyagé par appétit, hein, simplement pour voir ce qu'il y a d'autre ailleurs et m'en enrichir. Et bien, Corto Maltese dit, je crois que c'est dans Fable de Venise, il dit Venise, j'adore cette ville, mais Venise me rend paresseux. Ce qui est vrai. Dès que je suis dans le Luberon, je n'arrive plus à écrire une ligne. Je passe mon temps à randonner et je ne fais plus rien d'autre. Donc, donc peut-être est-ce que c'est cet équilibre-là de prise de recul. Et sur le fait d'écrire sur un autre territoire, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais se poserait la question, je n'ai pas encore trouvé de réponse, se poserait la question de la légitimité. J'ai essayé, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de peindre avec justesse le territoire et les hommes qui l'habitaient. Et je pense que j'avais une certaine légitimité à cela. Aujourd'hui, j'ai d'autres idées de romans sur le Luberon, mais aussi sur d'autres territoires, et je n'ai pas encore franchi le pas. Je dirais, qui suis-je pour écrire sur l'Alaska, par exemple, quoi. Qui suis-je, ou sur la Californie, qui suis-je pour écrire là-dessus. Voilà, c'est une question ouverte, et je n'ai pas encore franchi le pas. Donc, et pour le Québec, donc j'ai une partie de ma famille au Québec, voilà, qui tiennent un restaurant à Montréal. Donc c'est le seul lien logique. Et pour le MAC, ça n'a malheureusement rien à voir avec le Québec. Ma femme est d'origine sino-américaine, d'origine chinoise, née aux États-Unis. Et donc, nous avons mis les deux noms à côté. Comme mon nom tout seul est d'une banalité foudroyante, j'ai trouvé que, et puis je trouvais que c'était assez sympa de créer un nom avec les deux sources. Cela étant, Bouchard est aussi un nom québécois, canadien en tout cas, donc ça se recoupe une fois de plus. Hein. Finalement, il faudra peut-être faire des recherches. Et je reviens justement sur la question du territoire. Vous avez évoqué donc que vous avez des idées sur le Luberon et d'autres territoires. Donc ça veut vraiment dire que votre force de frappe en tant qu'écrivain, c'est véritablement d'écrire sur la nature, sur un territoire, et non pas autre chose. Vous allez vraiment avoir cet angle de vue précis sur chaque roman. En tout cas, c'est ce que vous vous êtes fixé. C'est fortement probable, oui. Ouais, parce que je suis en face d'une page blanche. Je ferme les yeux, je suis un peu comme un acteur, quoi. Je me projette dans un lieu et j'essaye d'entendre ce qu'il y a à entendre, d'écouter ce qu'il y a à écouter, et de voir ce qu'il y a à voir. Et une fois que je me suis transposé dans ce lieu, je peux commencer à écrire. Donc on va dire que je serai un acteur géographique. D'accord. Amandine ? Oui, moi, ma question, ça va peut-être plus aller à Léa. C'est comment la rencontre s'est faite? Coupez le micro. Ton micro s'est coupé, Amandine. Voilà, ma question, c'était comment la rencontre s'était faite entre Olivier et les éditions Le Tripode. Alors moi, comme je suis arrivée en janvier au Tripode, je n'ai pas rencontré Olivier. Je l'ai vu beaucoup en vidéo et on se parle beaucoup en ce moment, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais Charlotte était là pour la rencontre.
Je pense qu'Olivier sait plus. En fait, il a tout simplement envoyé le manuscrit à Frédéric par mail, qui a lu assez rapidement, je crois. Hein. Ça a été très vite le choix. Il nous a fait lire à moi et au reste de l'équipe aussi. Et ça a été assez évident pour tout le monde qu'il fallait qu'on accueille ce texte dans notre catalogue. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Et puis on a rencontré Olivier, je ne sais plus exactement quand, en fin d'année, je crois. Les derniers jours de décembre. Ouais, c'est ça. Qui était de passage à Paris et qui nous a fait le plaisir de venir dans nos bureaux pour nous rencontrer en chair et en os. Et voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça. Et là, tu aurais pu arriver une dizaine de jours avant pour le rencontrer. Hein. Ouais. Mais les premiers jours où je suis arrivée, on en parlait. Et la première chose que m'a dit Frédéric, c'est bon, tu as plein de livres à lire et tu as plein de choses sur lesquelles tu vas travailler, mais lis en priorité le dit du Mistral. Et je pense que je peux le dire, mais le premier souvenir que j'ai au Tripod, c'est Frédéric et Geoffrey, donc quelqu'un qui était dans l'équipe du Tripod avant, qui parle de la scène du repas. S'il y en a qui sont déjà arrivés jusqu'à cette scène, qui est, je pense, une scène, une des plus généreuses du roman et des plus savoureuses, pardon pour le mauvais jeu de mots. Et ils parlaient de cette scène et ils en ont parlé pendant 20 minutes et je me disais, mais où est-ce que je suis tombée et, ça va être génial de lire ce livre. Et donc, je l'ai lu dans la foulée aussi. Donc, au final, je l'ai manqué, mais c'était bien de commencer comme ça aussi. Et avant de parler peut-être de la scène du souper, c'est le prologue qui, pour moi, est un pur bonheur. On en parlera peut-être tout à l'heure s'il y a une question là-dessus, mais le prologue, il est totalement... il est d'une poésie assez dingue quand même. On a rarement vu un premier roman avec une telle poésie d'entrée sur les 15 premières pages. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Martine ? Bonsoir Olivier. Alors, comme mes petits camarades, j'ai adoré votre roman. Je l'ai trouvé proprement envoûtant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui m'a beaucoup plu dans votre roman, c'est l'entremêlement de l'intrigue principale, de la grande histoire avec Hannibal, les fables de Provence. Et je voulais savoir si, dès le départ, vous aviez cette idée-là d'entremêler comme ça différents types de récits, ou si c'est venu progressivement au fur et à mesure de votre réflexion. Et si je peux me permettre, j'avais une petite question aussi pour Léa et Charlotte à propos de la couverture de votre roman, parce que je trouve cette couverture absolument sublime et elle correspond tellement à l'ambiance du roman, à ce qu'on y trouve, que j'aimerais bien que l'équipe du Tripod nous en parle. Voilà, merci beaucoup. Et avec ce fameux chat en observateur. Le magnifique hussard. Tout à fait. Bah, Olivier, la couverture de Phileas Dog, hein, la couverture. Ouais, Phileas Dog. Et non pas Phileas Fogg. Hein. Olivier, si tu veux parler un peu de la couverture, commencer. Bon, je commence par la couverture, ok. Écoutez, quand j'ai envoyé mon manuscrit à Frédéric, j'avais une idée assez précise de la couverture. Quoi. Je voulais qu'il y ait une montagne et un chat devant. J'étais allé sur Photoshop, je m'étais amusé, j'avais tout préparé. Et j'ai envoyé le tout à Frédéric, un beau PDF. Et Frédéric me dit, pour revenir sur la question précédente, je l'ai envoyé comme ça. On va bien voir ce qui se passe. C'était un samedi matin à San Francisco. Et le lundi matin, je me réveille, j'ouvre mes emails et poum, mail de Frédéric. Monsieur, je ne sais pas, comment il avait tourné ça, je ne sais pas si vous voulez me parler, mais moi j'ai bien envie de vous parler, voici mon téléphone. On reconnaît bien la Frédéric. Ils ont répondu. C'est vraiment totalement inattendu parce que je n'y attendais pas. Voilà. Je ne m'attendais pas à un retour aussi positif et aussi rapide. Et donc on commence à échanger avec Frédéric. Frédéric me dit OK pour le concept du chat et de la montagne sur la couverture. OK. Mais par contre, votre Photoshop, ça ne va pas le faire. Quoi. Voilà, bon. Et
on commence à échanger, on dit hein, ce chat, cette montagne, ce chat. On n'arrivait pas trop à se mettre d'accord parce que Frédéric est quelqu'un de têtu et moi je suis quelqu'un de aussi têtu que lui. Quoi. et puis c'est ma femme qui m'a dit mais laisse-lui la main libre parce que tu es allé chercher cet éditeur parce que justement il faisait des couvertures magnifiques et tu essaies d'imposer ça, donc laisse-lui un peu la main libre. Et j'ai dit bon, très bien. Et Frédéric a pris la main, il a dit bah, écoutez, moi je connais un collectif d'artistes, on va leur proposer Feuille Blanche. Voilà. Vous lisez le livre et vous réagissez. Quoi. Feuille Blanche, copie blanche. Voilà. Et il y a 40 artistes, je crois. Et c'est comme ça que petit à petit, les 40 couvertures sont tombées. Quoi. Et à un moment, Frédéric m'appelle et me dit il y en a une qui vient de tomber, il faut que tu la vois. Quoi. Ok. Alors, on se connecte et la couverture de Phileas Dog est apparue et aucune hésitation. Il y a tout là-dedans. Il y a Van Gogh, il y a la Provence, il y a Pagnol derrière. Il y a les ombres. Ouais. Il y a tout. Il y a le chat, il y a la montagne, il y a les ombres, il y a les couleurs. C'est une couverture, moi, que je pourrais imprimer et la mettre au-dessus de mon lit. Ouais. On est nombreux à l'avoir dit justement dans le chat et la conversation. Ouais. Et je crois que l'artiste, si Béa le confirme aussi, l'artiste fait des affiches et les vend sur son site sur Instagram, je crois. Voilà. Donc, si jamais, voilà, c'est envisageable. Je ne sais pas si vous aviez répondu à la question totale de Martine, non? Léa et Charles, vous voulez rajouter la question vous était adressée pour la couverture, donc j'ai un peu mordu, désolé. Non, c'était juste pour donc, ce collectif d'artistes. En fait, ça s'appelle donc les 400 coups. Parce que c'est le tripode qui a commencé ça il y a quelques années. En fait, c'est 20 artistes sérigraphes à qui on propose chaque année un livre à illustrer et on leur donne toujours carte blanche. Et ils vont nous proposer donc 20 sérigraphies, d'où les 400 coups, parce que c'est sur 20 ans, donc 20, 400, voilà, les 400 coups. Et on s'était dit justement que c'était une belle occasion. Enfin, on a choisi le 10 du Mistral cette année pour ce collectif. Avec quand même, si je me souviens, on leur avait demandé de faire apparaître le hussard sur leur sérigraphie. Et donc voilà, on en a reçu plusieurs comme ça, et c'est vraiment celle de Phileas Dog qui a été pour tout le monde le premier choix pour la couverture. Voilà. Une belle réussite. Béa? Et donc, Pardon Olivier, allez-y. Non, allez-y, vas-y Béa, je t'en prie. Je ne sais pas si Martine n'avait pas posé une question avant la question de la couverture. Enfin, je ne veux pas passer devant, mais il me semble. Oui, il me semble. Voilà, on va peut-être la laisser finir alors. Tu peux la reposer, Martine? Pardon. Pour la première partie. Oui, c'est ça, sur l'entremêlement des différents types de récits. Est-ce que c'était présent dès le départ quand vous avez commencé à écrire, ou est-ce que ça vous est venu au fur et à mesure? C'était dès le départ, c'était un prérequis. J'avais deux envies. C'était tout d'abord de raconter une fable, une belle histoire, avec le ton d'un conteur, empreint de poésie, par hommage à la région, à cette tradition orale qu'il y a en Provence. Donc, j'avais vraiment envie de ça. Et en même temps, j'avais envie vraiment d'entremêler le réel et l'imaginaire, le présent et le passé, des gens du quotidien. Je pense que le mieux, c'est le meilleur moyen de le décrire, c'est j'avais vraiment envie de décrire des gens qui vivent là-bas, des monsieur tout le monde du Luberon, avec de l'autre côté des personnages mythiques
un peu qui faisaient partie de la mythologie et en même temps qui font partie de ce terroir. Et je pense alors là, je vais raconter un peu l'énigme, désolé, mais très rapidement. Donc, il y a un personnage qui s'appelle la femme calcaire. Et c'était vraiment dès le début, quoi. J'ai retrouvé le premier manuscrit que j'avais écrit. Donc, c'était juste une page sur Word. Et dans les 15 premières lignes apparaît celle qui s'appelait alors Madame Calcaire, quoi. Et j'avais vraiment envie de fusionner ce nom entre quelqu'un du quotidien et un dieu, une déesse, quelqu'un qui venait de la mythologie et qui en même temps qui avait partie liée, qui avait maille avec ce terroir, hein. Et après que cela s'entremêle et puis qu'on n'arrive plus vraiment à distinguer le vrai du faux pour de construire un monde dans lequel on avait envie de plonger et d'y rester un peu au final. Alors, à chaque fois, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on se laisse emporter par le flot de belles choses et on oublie le pitch du livre. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne l'ont pas lu. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer, Léa, Charlotte ou Olivier, le pitch du livre sur les 30 premières pages? Je pense qu'on a déjà l'idée plutôt générale. Olivier, je pense que c'est à toi de parler de ton livre. Nous, on en parle assez. Je suis super mauvais pour pitcher. Bon. Donc, ça se passe dans le Luberon. Oui, tout commence. Il était une fois dans le Luberon. Donc, c'est par le lendemain d'une nuit d'orage. Donc, il y a le narrateur, monsieur Tout le Monde, qui vit dans le Luberon. Et le lendemain d'une nuit d'orage, son voisin, ils se connaissent, mais pas plus que ça. C'est une relation de bon voisinage, quoi. Un vieux paysan un peu bourru qui vient toquer à sa porte et qui lui dit venez, venez. Et il partage un mur mitoyen entouré par des champs de cerisier. Et donc, ni une ni deux, il suit ce voisin. Et ce voisin lui montre, pendant l'orage, le mur s'est écroulé, il s'est éboulé. Et on distingue entre les pierres des éclats de poterie, des fragments de poterie. Et copains comme cochons, ils deviennent copains comme cochons et ils font quelque chose qui est très mal et qu'il ne faut surtout pas faire. Ils décident de faire des fouilles clandestines. Donc, ils décident de creuser par eux-mêmes en se disant, si on appelle les autorités, on va plus être chez nous. Hein. On sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il dit. C'est comme les travaux de la salle de bain. Et il commence à creuser pour essayer de comprendre d'où est-ce que ça sort, cette poterie. Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? On n'en est même pas sûr. Hein. Et il découvre que ces fragments de poterie n'ont aucun sens dans le monde actuel, contemporain. C'est de la poterie, voilà, c'est de la terre glaise. Et par contre, ces mêmes fragments de poterie dans le monde ancien, quelques mètres de terre plus bas, étaient la clé de voûte d'un monde dans lequel nos ancêtres vivaient, et un monde empreint de magie et de poésie. Et pour arriver à sauver le monde moderne, pour arriver à sauver le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, pour arriver à lui donner du sens, ils vont devoir utiliser ces poteries. Voilà. Super. Léa et Charlotte, est-ce que vous validez mon pitch? Franchement, oui, c'est très bien. Oui, mais après, voilà. Donc, le pitch est là. Et après, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que on ne va pas révéler tout ce qui reste de l'énigme, mais c'est aussi un très beau roman sur la transmission
sur ce qui nous reste des légendes, du territoire sur lequel on est, et aussi un très beau roman sur l'amitié, parce que comme tu l'as dit, ils deviennent copains comme cochons, mais ils sont très différents, ils ont tous les deux des histoires différentes, qui se recoupent sur certaines choses qui sont assez belles et très émouvantes aussi. Donc ça, c'était pour le pitch plus global. Et il y a un chat. Voilà. Un Et chat il y a un chat qui vit sa vie. qui observe. Béa, Oui, alors bonsoir Olivier, puis bonsoir à nouveau à tous. J'ai pas tout à fait terminé de lire votre livre, et pour ce que j'en ai lu, je suis à peu près aux 2/3. Merci, parce que c'est un livre qui est absolument magnifique. Moi, j'aime les contes, j'aime les légendes, donc là, je suis servie. J'aime l'archéologie, donc je suis servie. Je ne connais pas le Luberon, mais ça ne donne qu'une envie, c'est d'y aller. Vraiment, là, il n'y a plus le choix. Donc déjà, avant ma question, voilà, je voulais vous remercier le Tripode aussi pour leur travail parce qu'ils vous ont fait confiance, ils ont aimé vos textes et ça a permis de l'éditer, donc ça c'est chouette. Ma question est par rapport un peu au titre, mais plus globalement par rapport à la Provence, puisqu'on parle du dit du Mistral. On a dans le texte, en début de chapitre, des citations ou parfois dans le texte en lui-même, des extraits, en tout cas des expressions en provençal. Comment s'est fait votre choix par rapport à cette langue-là, ce dialecte? Une petite question de curiosité, est-ce que vous le parlez couramment? Est-ce que vous avez fait le choix? Est-ce qu'il existe des éditeurs qui éditent en dialectes locaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Voilà, j'ai une question générale sur la langue provençale. Comment vous avez travaillé là-dessus sur ce livre? Alors, tout d'abord, je tiens. Merci de me dire merci, hein, ça me touche. Hein. Donc, je suis content de pouvoir vous avoir enchanté pendant vos quelques heures de lecture. C'était mon objectif. Hein. Et également, merci au Tripode et merci à Anthony hein, de mettre un haut-parleur autour de ce livre. Hein. C'est très chouette. Et c'est loin d'être terminé. Hein. Ce n'est que le début. Hein. La première fois que j'ai eu Frédéric au téléphone, il m'a dit il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce livre, c'est que c'est trop parisien pour être régional et c'est trop régional pour être parisien. Donc il m'a dit ça va être pas difficile, mais ça va être un challenge de trouver un public pour ce livre. C'est pas gagné, quoi. Et il m'a dit mais moi je suis prêt à prendre le pari, quoi. On y va. Et s'il y a juste 10 lecteurs au Super U de Cavaillon qui l'achètent, ça nous va, quoi. Donc, merci encore une fois au Tripode d'avoir. Pour le moment, c'est un peu plus. Hein, désolée, mais. Ouais. Je suis superstitieux. Voilà. Donc, pour répondre à votre question sur le titre, sur le dit du Mistral, il y avait un premier titre qui était poétique, très poétique, mais qui ne faisait pas une référence directe à la région. Et ça aurait pu se passer au Québec. Et c'est vrai qu'on se disait avec Frédéric, c'est dommage parce qu'on manque, il y a un clin d'œil qui manque. Et on réfléchit, et le Didi Mistral est apparu. Et comme la couverture, on s'est dit banco. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a une référence régionale, un ancrage direct, on sait de quoi on parle. Et puis après, il y a le dit dedans qui fait un peu référence au conte du Moyen-Âge, la chanson de Roland, le dit du Genji. Donc c'est romans un peu, je ne vais pas dire universel, mais intemporel, quoi. Et ça m'a plu, quoi, parce que je voulais vraiment un roman qui commence à l'ère des Gaulois et qui finisse après-demain. Et une intemporalité que j'ai essayé de traduire dans mes lignes. Et un troisième niveau de lecture, et je répondrai à votre question par ce biais,
c'est évidemment cette tradition orale de Provence, avec le dit, les conteurs, les légendes au coin du feu, les pagnolades, etc. Et j'ai dit, et le dit, il y a un héritage oral qui percole là-dessus. Et donc, c'est comme ça que nous avons choisi le texte, le titre. Et toujours dans cet héritage oral ou écrit, donc il y a dans le paratexte les citations. Donc les citations, comment les citations sont-elles arrivées? Et pourquoi ne pas les avoir mises et pourquoi ne pas les avoir mises à la fin aussi? Pourquoi avoir choisi de les mettre au début? Alors, je réponds. Je ne sais pas si vous l'avez senti dans les lignes, mais j'ai essayé d'avoir un style assez lyrique, quoi, assez emporté, quoi, sur la nature, sur la description. Et ces premiers sentiments, je veux dire, je les ai sentis en lisant Giono, Bosco, quoi. 4e, 5e, 3e, vous allez au CDI du collège, vous prenez le hussard sur le toit, et puis vous avez qu'à lire, et puis c'est ce que vous voyez en face de vous, quoi. Et donc, vraiment, quoi, quand j'écrivais, c'était un flow, hein. Et lorsque j'écrivais, j'habite à San Francisco, donc j'ai fait venir par la poste, je me suis réacheté du Bosco et du Giono, et les livres arrivaient, je les feuilletais, je disais ah oui, ça c'était bien, faudrait qu'on... Et il y avait une volonté d'hommage aussi, de dire je ne suis pas le premier, et ce que j'essaie de refaire, d'autres l'ont fait avant moi, quoi, mieux que moi. Et je me dis, mais c'est quand même dommage dans un roman sur la Provence de tourner la page, de considérer que tous ces gens n'ont pas existé. Et donc, j'avais un autre fichier Word à côté de mon manuscrit, puis je notais, je disais, ah oui, c'est bien ça, ah oui, c'est bien ça. Et au final, il y a ces citations qui sont apparues, et pour chacun des chapitres, je disais, il y a quand même une corrélation, il y a un petit clin d'œil, une certaine manière de... Vous lisez la citation, vous lisez le chapitre, puis après vous revenez sur la citation. Donc là, je réponds à Anthony, il disait, la citation au début, je ne l'avais pas lu comme ça, quoi. Je ne l'avais pas lu comme ça, ou je vois bien que ça percole comme ça, quoi. Et donc, dans le manuscrit, dans le texte qu'on a validé avec Frédéric, on les a mis juste en dessous, entre le titre et le chapitre, dans un autre caractère très, très, très fin, très délicat. Juste un petit clin d'œil au début, et c'est une piste pour le lecteur en disant si ça vous plaît, sachez que il y a d'autres qui ont fait ça avant et mieux que moi. Et pour pour 2/3 de ces citations, et dans le texte également, il y a beaucoup de provençal. Pourquoi? Parce que le provençal fait partie intégrante de l'ADN du Luberon, hein. Et quand vous grandissez en Provence, c'est un peu comme à Marseille, quoi. Vous inventez des mots, quoi. Ça se dit, ça? Oui, ça se dit. Ok. Et il y a des mots qui se créent. Votre grand-mère, votre père qui vous appelle d'une certaine manière, etc. Et tous ces mots, on va dire, il faut les faire partager, les faire découvrir, parce que si personne, s'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas de film dessus, dans une génération, ils auront disparu, quoi. Et ma femme est américaine, et des fois, lorsqu'elle parle avec mes parents, elle dit, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Je dis, ah oui, ça c'est normal, tu ne peux pas le comprendre, quoi. T'avais aucune chance là-dessus. Ils ont un peu abusé de te parler comme ça, avec ces mots-là. Et donc, c'est comme ça quand même que j'ai réalisé, de dire, oui, il y a quand même pas mal de mots que dans le monde de demain, s'ils ne sont pas là, ils vont manquer, quoi. Et j'ai eu envie de le passer dans le texte. Donc après, en provençal, j'ai un niveau très débutant, hein.
Bon, vous me les mettez, les citations, j'étais capable de les sortir par moi-même, il fallait vérifier l'orthographe ou les faire relire. Et puis j'ai contacté dans le Luberon, il y a pas mal des vieux de la vieille là, qui entretiennent la flamme et qui en 6e, 5e, on avait 1 heure de provençal volontaire au collège, on pouvait y aller. Hein. Et lorsque le texte est fini, je suis en lien avec ces personnes, donc lorsque le texte était fini, je leur ai envoyé, est-ce que tu peux me relire, est-ce que j'ai fait des erreurs, etc. Et ça leur a fait énormément plaisir. J'étais très content. Voilà. À noter que le provençal s'exporte très bien, puisque je vis à Nice et je connaissais 80% des expressions, donc ça s'exporte véritablement très bien. Et ça se rapproche du Niçart, hein, j'imagine. Je trouve qu'il y a des ressemblances assez frappantes. Et on notera aussi, il faut à chaque fois le souligner quand on a un livre du Tripode, c'est la qualité de l'objet. Hein. Clairement, entre les rabats, le croquis du début à la fin, les débuts de chapitre, la police qui est magnifique, enfin, c'est vraiment agréable à lire, quoi, tout simplement. C'est un petit bijou, au-delà de la couverture, c'est un petit bijou matériel. Les croquis, puisque tu en parles juste pour la petite anecdote, c'est un artiste qu'on publie au Tripode aussi qui les a dessinés. Un artiste qui a fait Ce qu'on ne voit pas Paris et Ce qu'on ne voit pas Montpellier, qui pour le projet a accepté de nous faire un petit croquis sous les ordres, dirais-je, d'Olivier qui nous a décrit un peu la région. Et du coup, Stéphane a dessiné. Olivier avait dessiné une carte. Il y avait ça, voilà. Ouais. Qui était du même acabit que Photoshop. Pour tout le monde, c'est mieux que des graphistes et des dessinateurs professionnels aient été mis dans le coup. Hein, pour tout le monde. Le nom du dessinateur, c'est Cholby. Hein. Oui, voilà, c'est Cholby. Voilà. Valérie, c'est à toi. Valérie qui est la représentante du Provençal ce soir. Oh, le micro. Je peux. Voilà, c'est bon. Je le mets. Oui, bonsoir Olivier. Alors moi, je suis la représentante de l'étape, hein, puisque je suis née à Marseille, j'ai de la famille effectivement voilà, dans le coin. J'ai pas encore lu le livre parce que j'ai pas mal de lectures en retard, mais j'avais une question parce que je l'ai un peu feuilleté quand même comme ça, l'air de rien. En regardant les titres, effectivement, je retrouve des références à Daudet, je retrouve des références aux contes et légendes de Provence, la Cabre d'Or. Je n'ai pas encore vu s'il y avait une référence à la Tarasque, mais il y a les messes basses. Il y a effectivement tout ce matériel. Dans quelle proportion vous les avez utilisés pour écrire vos histoires? Est-ce qu'elles sont réellement imprégnées de ces contes et légendes ou vraiment ce n'est qu'un alibi pour raconter votre histoire et finalement inventer votre propre légende? Je vais reprendre votre question en la tordant un peu. Oui. Vous me posez la question, est-ce que les légendes sont un alibi pour raconter l'histoire? Je dirais plutôt que l'histoire est un alibi pour raconter les légendes. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, voici ma réponse. Non, mais il y avait... Pour moi, les légendes, ce sont un peu comme des étoiles, quoi. Elles sont dans le ciel, vous les voyez, vous savez qu'elles sont présentes, quoi. Et elles n'ont pas besoin de vous pour vivre, quoi. Mais j'ai eu envie de faire un peu une constellation entre ces étoiles, un petit tracé, et de donner des clins d'œil à droite et à gauche sur ces légendes. Et après, sur le choix des légendes, il y avait celles que je connaissais au début et celles que j'ai découvertes, celles que j'ai inventées aussi parfois.
point et à la ligne, et il y a aussi les parties historiques. Voilà. Donc je m'explique. Dans les légendes, il y avait forcément la Cabre d'Or qui était tout en haut du piédestal, que c'était un tremplin, je ne pouvais pas l'ignorer. Il y avait la création de la Comte de Lourmarin aussi, ça résonne avec mon histoire personnelle, je voulais absolument en parler. Et puis après, j'ai pris quelques libertés, donc le prologue notamment. Donc là, c'est de mon cru, je me suis un peu amusé. Et après, pour la dernière partie de ma réponse, pour l'histoire, j'ai une culture de béotien. Hein. J'ai découvert ça par Internet, mais en creusant ce matériel, il y a tout ce passé archéologique de la région. Donc là, on n'est plus tellement histoire avec un petit H, mais histoire avec un grand H, archéologie. Et beaucoup de choses donc, je connaissais de loin. Et puis en creusant, j'ai redécouvert le passé du coin. J'avais aucune idée j'ai appelé mon père, tu savais qu'il avait trouvé ça en creusant au carrefour. Ah ben non, je ne savais pas. Et puis on cherche. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, quand même, tout ça s'est construit. Quand même. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les légendes ont été l'alibi pour le parfait alibi. Oui. Stéphanie? Oui, alors je vous ai posé des questions tout à l'heure sur l'espace et maintenant j'aimerais bien vous poser une question sur l'aspect plutôt temporel. Donc, en fait, vous avez écrit une sorte de fable, donc une fable par définition c'est intemporel et il y a plusieurs mises en abîme parce que dans cette fable il y a d'autres fables, enfin il y a d'autres légendes, donc de la création du monde jusqu'à la Gaule, jusqu'à enfin, voilà, toutes les mythologies provençales ou autres. Et donc, je me demandais si pour vous, de toucher justement à ce matériau un peu merveilleux, c'est une façon d'échapper en fait voilà, aux contraintes du monde. Est-ce que quand on choisit de travailler sur la fable, c'est pour se créer une sorte de bulle dans laquelle tout est possible, ce qui n'est pas le cas évidemment dans notre monde. Donc, est-ce que c'est une façon de proposer voilà, une sorte de rêve qui échappe à la condition humaine ou au chaos du monde, voilà, enfin, on peut le formuler de différentes façons. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça l'enjeu du Mistral? Vous avez 2 heures. Bac de philo, bam. Comme je l'ai dit en introduction, je suis quelqu'un d'assez porté sur l'imaginaire et le voyage intérieur. Et donc il y avait vraiment cette part d'imaginaire que je voulais descendre et intégrer dans le réel. Après, si je suis d'accord avec le début de votre question, je ne suis pas forcément d'accord avec la fin, dans le sens où j'ai eu envie d'ouvrir une parenthèse pour vis-à-vis du réel actuel. Enfin, lorsque j'ai écrit ce livre, on peut dire quand même que les quelques dernières années, sur le plan de l'actualité, tout n'était pas très folichon quand même. Et un peu une envie de se protéger. Vous vous réveillez le matin, vous lisez l'actualité, c'est pas super gai, et quel monde est-on en train de léguer à nos enfants? Et donc il y avait cette volonté d'ouvrir une parenthèse quand même pour le lecteur, en disant colle-toi dans ton canapé, allume la cheminée, ou si vous êtes en été, mettez-vous au bord de la piscine. Et mon job en tant qu'écrivain, pendant 360 pages, je vais t'ouvrir une bulle, un monde enchanté où tu vas pouvoir te couler. Laisse-toi prendre par la main et je vais te faire découvrir un monde enchanté, quoi.
où les personnages vont apparaître, disparaître, réapparaître. Et toi, lecteur, tu vas fermer la dernière page et enfin, en tout cas, moi, écrivain, lorsque j'ai mis le point final et que j'ai dit au revoir à mes protagonistes, à mes héros, j'ai écrasé une petite larme. Hein. J'ai dit, bon, ben, j'aurais bien aimé continuer à les suivre encore un peu. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai eu envie de créer pour le lecteur. Il ferme la dernière page, il se dit, bah, ce monde, j'y étais bien. Et donc, pour revenir sur votre question, j'ai vraiment eu envie de créer cette parenthèse pour réenchanter le réel, quoi. De prendre des éléments mythologiques et les décliner dans le monde réel, dans la réalité, pour arriver à réenchanter tout ça, quoi. J'avais vraiment envie que les gens prennent leur voiture, aillent dans le Luberon, et puis ah ben c'est Lee, ah ben c'est ceci, ah ben c'est cela, et puis pas vraiment pour s'échapper, pas pour se soustraire, mais plutôt pour reprendre des forces et réenchanter le quotidien. C'était Donc ça. en fait, un peu comme La Fontaine, qui dit, je pense que vous croyez vous aussi au pouvoir des fables, c'est-à-dire divertir en fait le lecteur. Dans le pouvoir des fables, il dit si Podane m'était conté, j'y prendrais je sais plus exactement les mots, j'y prendrais un plaisir extrême. Donc en fait, le but c'est le divertissement avant tout, c'est s'échapper, rêver et donc s'enchanter soi-même avec les mots. Oui, c'est ça? Oui. Voilà, confirmation. Oui, je vous confirme. Vous avez bien compris. Olivier, je rends ma copie. Voilà. Olivier, avant de passer la parole à Béa, est-ce que vous avez le livre sous la main pour nous lire un extrait? Oui. Je pense que le prologue est tout. Le prologue, j'imagine. Ouais, je sais pas si tout le si vous avez prologue, ça va être long, hein? Non, vous voulez tout pas le prologue? Tout le prologue. Non, pas tout le prologue, mais pour donner un petit peu plus l'eau à la bouche à certains, mais ou alors si vous avez un extrait préféré dans le livre aussi, hein, sans problème. Je m'exécute le prologue. Le Mistral pourra souffler aussi fort qu'il le souhaite, mais seulement par tranches successives de 3 jours. 1, 3, 6 ou 9, pas plus. Je m'explique. Si des nuages font mine de s'installer en haut du Moronègre, s'ils commencent à y déployer leurs volutes, alors le Mistral aura le droit de souffler. Il pourra souffler, mais attention, gentiment. Les gens l'appelleront alors le Mistralais. Si les nuages n'ont pas disparu au bout d'1 jour, alors le Mistral aura le droit de souffler plus fort jusqu'à la fin du 3e jour. Quand je dis plus fort, je veux dire bourrasque et rafale. Les gens l'appelleront alors le Rabat Capéo, car il enlèvera les capes sur les épaules et les chapeaux vissés sur les têtes. Si, à la fin de ces 3 jours, les nuages sont toujours là, alors il aura le droit d'y aller franco pour 3 jours supplémentaires. Les gens l'appelleront alors le Mistralas. Il sera fort et méchant, obligeant les gens à rester chez eux, les volets clos, le temps qu'ils fassent la sale besogne. Si, à la fin de ces 6 jours au total, le beau temps complet n'est toujours pas revenu, alors le Mistral pourra souffler de toutes ses forces. Il aura carte blanche sur les cumulus pour 3 jours de plus. Le ciel bleu devra impérativement être revenu au bout de ces 9 jours. Et les gens appelleront alors le Mistral par son titre de noblesse, son nom à rallonge, celui qu'on annonce dans les antichambres et qui retourne les portières, le broufounier des Mistraux. 1, 3, 6 ou 9. Le Mistral devra compter ses jours, il fera comme ça et pas autrement. Le bon Dieu ne répondit rien, approuvant en silence. Les 4 éléments le regardaient et le voyaient en train de faire tourner-retourne dans sa tête. Parfait, parfait. Là, je crois qu'on commence à tenir quelque chose. Oui, avec cette règle du 3, 6 ou 9, je pense qu'on tient le bon bout.
avec ce calcaire, cet ocre, ce calavon, et maintenant ce mistral, oui, ça commence à prendre forme, réfléchit-il à voix haute. Que le Luberon soit, ordonna le Créateur, et le Luberon fut. Bravo Olivier. Ouais. Merci Olivier. Et très bon passage. Très bon passage. Béa, c'est à toi. Oui, merci Anthony. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit en réponse à Stéphanie. Le pari est réussi, quoi. Moi, j'ai été happée dès le début. Pour moi, c'est vraiment un conte. Enfin, après, je suis un bon public là-dessus. Vraiment, j'aime ça. J'ai bossé aussi dans ce domaine-là. Enfin, on ne va pas raconter ma vie, mais vraiment, c'est réussi. Je suis absolument happée par l'histoire, que ce soit les passages de légende ou l'histoire plus contemporaine. Vous avez une poésie, vous avez une manière d'écrire qui est absolument talentueuse, qu'on ne retrouve pas partout. Vraiment, c'est quelque chose d'unique. Et d'ailleurs, là, ce soir, dans votre discours, vous me faites un peu penser à Monsieur Sekaya, c'est-à-dire que vous choisissez vraiment vos mots. Vous êtes assez avare, en fait. Vous n'êtes pas prolixe forcément dans votre discours, mais toujours avec beaucoup de rigueur et de poésie. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Monsieur Sekaya, c'est le voisin, un des deux voisins, en fait, qui va être dans l'histoire. Moi, je me suis notée dans le livre, il commence vraiment à parler à la page 91, donc on est presque au premier tiers du livre. Et avant ça, il prononce que quelques mots ou des hochements de tête, mais il n'y a pas de grand discours avant cette page-là. Vraiment, je voulais vous remercier pour le talent que vous avez la manière dont vous présentez vos personnages. Ils ont des caractéristiques très différentes, etc. Et c'est absolument fabuleux. Et du coup, ma question, elle était, comme on est vraiment sur un conte, les contes, ce sont des traditions orales à la base, même s'il y a aussi des contes écrits. Est-ce que vous avez envisagé, avec le tripode notamment, le passage en livre audio ou la mise en scène dans un spectacle de votre livre ou quelque chose? Enfin voilà, c'est parce qu'il est fait aussi pour être raconté, ce livre. La preuve, vous venez de nous lire ce prologue qui est absolument superbe. Donc, est-ce que il y a une deuxième vie qui est envisagée pour ce livre-là? Entièrement d'accord. Et notamment sur un public un peu plus jeune, je pense aussi, qui ferait des miracles. Des miracles sur un public adolescent et voire même un peu plus jeune. Je trouve qu'il y a une belle poésie de jeunesse. Je viens de vendre les droits pour un film avec Brad Pitt dans le rôle du narrateur et de Jack Nicholson dans le rôle de Monsieur Sekaya. J'y ai cru, hein. J'y ai cru. J'ai eu un moment de quoi? Mais quand il a dit j'ai vendu les droits, je me suis dit peut-être pas. C'est trop personnel. Non, donc non, il n'y a pas de film. Le livre audio, je ne sais pas, Léa ou Charlotte, peut-être, est-ce que vous voulez en parler? Pour l'instant, ceci est la seule et unique réalisation. Un livre audio serait, je pense, une excellente chose. Je pense qu'il y a les vieux de la vieille dont je parlais un peu avant dans le live, je pense seraient d'excellents conteurs. Hein, voilà. Mais pour l'instant, tout est possible. Il y a deux choses à dire. Le livre est quand même sorti depuis une semaine et demie, donc on va attendre de voir ce qui se passe avec ce livre pour après éventuellement faire un audio. On a fait un très beau livre audio avec Marianne Denicourt pour De Pierre et d'Os, par exemple. Donc si on le fait, on le fera bien avec quelqu'un qui aime vraiment le livre et qui est très bon en lecture. Mais Olivier, quand même, tu es un peu filou parce que tu pourrais parler du fait que tu as quand même déjà fait un livre audio pour quelqu'un, non? Ah oui, j'ai oublié cette histoire. Oui. Non, en fait, quand je l'ai écrit, forcément, hein, vous l'offrez à vos parents. Donc, je l'ai imprimé, relié et offert à mes parents. Donc, ils ont été très flattés, mais mon père allait se faire opérer de la cataracte. Et donc, il m'a dit, c'est bien gentil, mais je ne peux pas le lire. Donc, petite pointe de déception.
Et donc, du coup, j'ai lu chapitre après chapitre. Je me suis enregistré chapitre après chapitre. Et chaque jour, j'envoyais un fichier audio à mon père pour qu'il l'écoute. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait en faire une compilation et faire un livre audio à bas coût, c'est vrai. En collector, c'est une idée, pourquoi pas. Mais sinon, après, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée parce que lorsque j'ai envoyé le dernier fichier audio à mon père, la seule réaction que j'ai eue était un mail laconique. Ouf, c'est fini. Non, ou alors il faut demander à Philippe Cobert de le lire. André Dussolier. Ah, Cobert, il a l'accent. C'est vrai. Il a l'accent provençal. C'est vrai qu'il faut quelqu'un qui a l'accent provençal. Justement, je rebondis là-dessus sur est-ce que le Luberon vous manque? Et la deuxième question, comment le livre va être accueilli là-bas? Est-ce qu'il y a un plus gros tirage dans le Luberon ou est-ce que c'est pas forcément une question de région? Alors la question, est-ce que le Luberon me manque? Bien évidemment. C'est le mal du pays, forcément, oui, tout à fait. Et après, sur le tirage, bon, ça, je ne sais pas, Léa, Charlotte, peut-être ce que vous pouvez parler. Donc, le livre est sorti il y a une semaine. Il est disponible là-bas. Les gens commencent à l'acheter. Est-ce qu'il va y avoir des rencontres là-bas? J'y serai début septembre. Voilà. Pour des vacances personnelles et en même temps rencontrer ceux qui veulent bien être rencontrés. Voilà. Ok. Stéphanie? Oui, moi j'ai encore une question sur la langue qui est très riche et très régionale. Et du coup, je me demande comment vous avez travaillé. Est-ce que c'est des expressions que vous avez toujours entendues puisque vous avez grandi là-bas? Est-ce que vous avez fait des listes de mots parce que c'était des mots incontournables? Est-ce qu'il y a des expressions typiques que vous avez cherchées pour les mettre parce qu'elles sonnaient vraiment juste par rapport au lieu où elles sont prononcées? Donc voilà, quel était le travail sur la langue? Le travail sur la langue, donc tout d'abord, il y avait l'histoire. Tout commence par l'histoire. Ensuite, il y a les personnages. Et après, seulement après, naissent les dialogues. Je crois que c'est Dickens qui disait lorsque votre personnage naît, il frappe à la porte. Et ça, c'est vrai. Parce qu'au début, M. Sekaya ne s'appelait pas M. Sekaya, etc. Et puis, vous le lisez, vous le voyez sur le papier. Il n'est pas vraiment là. Et puis, jour après jour, ligne après ligne, vous changez les noms, vous rechangez les noms, vous changez l'âge, et à la fin, à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et vous ouvrez et votre personnage est en face de vous. Et une fois que vous avez ça, moi je ferme les yeux et ce personnage se met à parler, quoi. Et vous n'avez plus qu'à l'écouter, quoi. Et vous tapez le dialogue et après vous relisez avec un gros stabilo et un gros marqueur noir. Et ça, est-ce que ça se dit, quoi? Est-ce que le personnage qui est devant moi, il le dirait comme ça, quoi? Si vous l'aurez écouté, ça, comme un acteur, en fait, ça, là, tu sais, c'est un peu faux, là. Là, tu l'as un peu faux, quoi. Ce mot, je ne l'aurais pas dit comme ça. Ça ne se dit pas, là. Ça sonne faux, quoi. Et vous changez, et à un moment, ce mot qui était un écueil, qui était une faiblesse, lorsqu'il est vraiment pensé, il devient une force, quoi. Et ça devient des piliers de la scène, quoi. Et c'est comme ça, enfin, en travaillant, retravaillant. Et après, il y a quelques petits ajouts, des fois. Vous parlez, vous avez votre mère au téléphone, puis elle te balance une expression, ting, tu l'enregistres, tu dis, oh, celle-là, je la replacerai. Mais ça, c'est plus sur le travail d'enrichissement.
avant de passer à une autre question, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc, on va la faire maintenant. Voilà. Comme ça, ce sera fait avant que j'oublie. Avec vos livres, ce sera encore mieux. Magnifique. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui. Super, c'est bon. Top. Olivier, j'ai pour habitude de faire une petite interview très courte avec des phrases très simples. Je commence la phrase avec « si j'étais », avec différentes choses, et vous finissez la phrase donc avec vos éléments de réponse. Si j'étais un élément. L'eau. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en Provence, la Provence est le plus bel endroit du monde, mais il n'y a pas d'eau. Donc... Ce qui est très bien dit dans le prologue, ce qui est merveilleusement bien dit dans le prologue. Bon, maintenant, c'est peut-être un peu moins vrai, mais je peux vous dire, dans les années 80, les piscines, on les comptait sur le doigt de la main. Donc, celui qui avait une piscine, je peux vous dire, elle a été rentabilisée. Donc, la mer est à 2 heures d'ici. Donc, quand j'étais gosse, l'eau... que vous êtes coincé au mois de juillet et août et qui crève de chaud, l'eau, ça m'a manqué. Donc, et puis, l'eau, c'est mon élément totem, quoi. J'ai fait beaucoup de natation. C'est un élément dans lequel je me sens bien. Je suis plus à l'aise dans l'eau que sur la terre. Ou que dans les airs, j'imagine. Et mauvais dans les airs. Si j'étais un auteur classique. Classique, c'est-à-dire mort. Mort. Notamment. J'ai le droit à 2 choix? Bien sûr. Bon. Je dirais. Bon, alors, auteur, mort, hein, ce sont les seuls critères. Oui. Alors, je dirais un Jean Giono, hein, parce que il a quand même réussi à vivre en Provence de sa plume et à se faire un nom et à écrire des bouquins magnifiques, quoi, sur sa passion. Donc, là-dessus, chapeau, quoi. Enfin, je me suis récemment intéressé à sa vie, à sa biographie, pardon, et j'ai un peu compris comment il s'y était pris, et chapeau, quoi. Donc, voilà. Et un deuxième auteur, mort, donc celui-là aux antipodes, mais que j'ai déjà cité, je dirais Jack London, parce qu'il il a une vie, son œuvre est exceptionnelle, et puis il a eu une vie exceptionnelle. J'ai une certaine partie de ma vie qui est liée à l'Alaska, et donc la conquête du Grand Nord, je le connais bien. Et il a une vie formidable. Je vous invite à lire les Chroniques de San Francisco de Jack London. Oui, il raconte ses débuts d'auteur. Quand vous connaissez un peu San Francisco, c'est incroyable, quoi. Et il a fait contrebandier, douanier, sur les Fish Patrol. Et puis après, il est parti dans le Grand Nord pour écrire sa légende. Voilà. Très bien. Très bon choix. Si j'étais une couleur. Le bleu. Pour l'eau, toujours? Parce que c'est bien simple, mais toutes les fois que je reviens en Provence, les portes du TGV ou de l'avion s'ouvrent, vous faites un pas dehors et j'ai beau m'y attendre, j'ai beau y faire attention, mais le ciel de Provence, à chaque fois, m'estomaque. Et à mon avis, c'est pas un hasard si les impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, etc., ont été touchés par le doigt des dieux et lorsqu'ils ont peint ces tableaux-là. Enfin, si vous voulez de la lumière, si vous voulez comprendre le concept de lumière, il y a juste qu'à ouvrir les yeux et puis c'est ça.
C'est ce bleu, c'est incroyable, quoi. Même quand on s'y attend, ça frappe encore, quoi. Et on se dit, mais pourquoi dans les autres régions du monde, c'est le même ciel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi bloqué? Comment est-ce que c'est possible? Voilà. Si j'étais ministre de l'Environnement. Une action? Oui, une action, bien sûr. Ouais. Une action, on sent que vous avez un rapport quand même à la terre et à la nature important. Alors, je ne sais pas si c'est dans vos cordes, mais... Si j'étais ministre de l'Environnement, je serais à la fois ministre de l'Environnement et ministre de l'Agriculture. Parce que je viens d'une famille paysanne et ceux qui ont on voit souvent l'agriculture et l'environnement comme deux mondes différents. Et ce sont deux mondes différents et pourtant ils doivent répondre au même challenge, à la même finalité. Et donc, si j'étais ministre de l'Environnement, j'essaierais de résoudre cette équation. Difficile, mais je pense obligatoire. Si je devais vivre dans une autre époque? Allez, Gaulois. Allez. À vos risques et périls. Juste pour taper sur les Romains et tomber dans la marmite. Et, moi, ça m'aurait bien plu. Et les deux dernières, si vous étiez une phrase? Si j'étais une phrase, je serais dans cet ouvrage et je serais une des citations de Genot, la Provence cache ses mystères derrière ses évidences. Magnifique. On dirait que vous avez fait ça, des interviews toute votre vie. Et la dernière, lorsque je serai dans la liste du Goncourt, parce que pour moi, c'est une certitude. Lorsque je serai dans la liste du Goncourt, je prendrai deux actions. Deux points. Lorsque je serai dans la liste du Goncourt, je rendrai hommage à la bibliothèque municipale de ma ville. Parce que c'est là où que tout a commencé et c'est là où on m'a transmis l'amour des livres. Hein. Donc, une certaine personne, lorsqu'elle a eu le Nobel de littérature, l'a dédicacé à son professeur de CM1, de CM2. Bon, moi, je dédierai cette liste de Goncourt aux bibliothèques municipales, puisque avec pas d'argent, vous pouvez avoir accès à toute la richesse du monde. Donc, c'est un beau point. Et le deuxième point que je mentionne serait, je dirais à tous les gens qui ont envie d'écrire, de se lancer, quoi. Peu importe si vous arrivez à en faire une vie, de gagner votre vie ou pas, peu importe que vous trouviez un éditeur ou pas, peu importe que vous ayez le Goncourt ou pas, ou le Nobel ou pas, mais voilà, lancez-vous, quoi. Il suffit de se mettre devant une page blanche et puis de s'y coller une bonne fois pour toutes. Et lorsque ça commence, après, c'est une très belle aventure. Merci Olivier. C'est très émouvant. Stéphanie? Oui, alors passer après ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on aimerait rester suspendu à ces paroles. Mais ma dernière question, c'est, je me demandais quelle était la part de vous dans cette histoire.
parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être le narrateur, c'est un peu vous. Et donc, est-ce qu'on, enfin, pas forcément, peut-être l'autre personnage aussi, mais est-ce que vous avez mis beaucoup de votre histoire, enfin, de votre personnalité, de vos éblouissements face à la Provence, par exemple voilà, qu'est-ce qui reste de vous dans cette histoire? Je n'ai plus la formulation en tête qu'on voit généralement dans les films. Toute personne qui se reconnaît ou qui a existé est purement fortuite. Donc, je coupe court à toute poursuite judiciaire à ce niveau-là. Je n'ai jamais creusé dans mon jardin pour faire des fouilles archéologiques. Mais après, sauf pour enterrer quelqu'un, mais ça, nous le tairons. J'ai beaucoup puisé dans... Qu'est-ce que j'ai mis dans ce livre? Alors, tout d'abord, en termes d'énergie et de force, j'y ai tout mis. J'ai mis tout ce dont j'étais capable. Je suis allé à 300% et j'ai tout mis dans ce livre. Ça, c'est pour l'énergie. Pour l'histoire, j'ai mis beaucoup de gens soit qui m'ont impressionné, des gens qui ont compté pour moi, qui comptent pour moi, ou qui, je pense, ont quelque chose à être témoigné, à être connu. Et vis-à-vis de moi-même, je dirais que j'ai émis en tout cas un certain regard. Le narrateur n'a pas de nom. Et voilà, c'est comme ça que je vais répondre. Le narrateur n'a pas de nom. Pour moi, c'était une certaine humilité de passer en arrière pour que le lecteur puisse vraiment se fondre dans l'histoire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai réussi cela. Et donc, ce que j'ai mis dans ce livre, c'est un certain regard et une volonté de partager en restant derrière le lecteur. Dernière question pour Béa. Oui, je vois que le temps passe. Bon, vous m'avez un peu mis les larmes aux yeux tout à l'heure. C'était très beau ce que vous avez dit sur cette histoire de prix Goncourt, si vous étiez sur la liste. Alors, je sais que les livres ont une durée de vie qui est très courte. Il y a beaucoup de livres qui sortent en même temps. Et voilà, là, votre livre vient de sortir, donc il faut lui laisser le temps. Mais quels sont vos projets à court ou long terme? Est-ce qu'un autre livre est déjà en cours d'écriture? Peut-être déjà terminé, je ne sais pas. Voilà, qu'en est-il? Qu'avez-vous prévu? Parce que moi, j'ai encore envie de vous lire, en fait. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter là. Donc, il va falloir travailler encore un peu. En attendant de recevoir votre audio collector, hein, bien sûr, que j'attends. Hein. Léa, si tu peux m'envoyer ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a un autre projet qui va pouvoir arriver entre nos mains à long terme ou à court terme? Il y a donc un deuxième livre qui est prêt. Lorsque le dit du Mistral a été imprimé, enfin, lorsque Frédéric m'a dit bon, ben, c'est bon, ça y est, fini, terminé. J'avais beaucoup d'histoires, j'avais une histoire qui me trottait dans la tête, quoi. Et qui toquait à la porte, quoi. Et c'est à ce moment-là que le coronavirus est arrivé et qui m'a confiné dans ma maison, donc qui m'a donné beaucoup de temps libre. Et j'ai dit, bon, j'ai envie de me reposer parce que quand même écrire un bouquin, c'est quand même assez éprouvant. Mais je me suis dit, si tu ne l'écris pas maintenant, cette histoire, tu vas la perdre, quoi. Et donc, je suis reparti direct, et j'ai écrit cette histoire. Et là, le squelette est terminé. Donc, le manuscrit est fini, hein. Et maintenant commence la relecture, le match de boxe, de passer tout au tamis. Je secoue le cerisier jusqu'à ce que tous les fruits en tombent.
Voilà. Une dernière question pour Pardon. Une dernière question pour Valérie. Moi, tout simplement, j'aimerais savoir, Olivier, Léa, à qui on envoie nos réactions si on veut échanger avec vous. Est-ce qu'on passe par Léa et puis est-ce qu'on après Léa vous retransmet les messages parce qu'on ne va pas non plus tous vous envoyer 25 000 emails, vous n'allez plus vous en sortir. Voilà, si on a envie de réagir et de vous dire le plus grand bien de toute façon d'une manière générale, mais vous posez des questions, est-ce que il y aura possibilité et comment ça se passe effectivement de vous transmettre ces réflexions ou ces questions s'il y en a. Nous, au Tripod, vous pouvez nous envoyer soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit il y a mon mail aussi que je peux vous mettre dans le chat. Donc, dans tous les cas, c'est moi qui gère les trois. Donc, je serais ravie. Et en général, je passe à Olivier. On lui donne à peu près tout ce qui arrive. Et en général, il est assez content de voir. Donc, vous pouvez nous envoyer et en général, on lui donne tout. Super. Et on est toujours ravis d'avoir des coups de cœur, même des réflexions. Si ça ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, au contraire, c'est chouette aussi d'avoir des différents sons de cloche. D'accord. Merci. Olivier, Léa, Charlotte, il est temps de nous quitter. Merci infiniment pour votre temps, Olivier, déjà. Voilà, merci. C'était un moment un peu suspendu et un peu hors du temps, comme souvent au Tripod, hein, il faut le dire. On a toujours des rencontres merveilleuses avec les auteurs ou l'équipe du Tripod. C'est une évidence, hein. Ça ne change pas, rien ne s'altère. Donc merci à tous les trois d'être venus. Merci à tout le monde, à tous les participants. Et voilà. Et je pense que le 10 du Mistral a un superbe avenir et on fera tout, en tout cas, à notre petite échelle pour que ce soit un très beau livre et donner envie le plus possible aux gens de le lire. Voilà. Merci à tous. À toi, merci. Merci beaucoup. Et à une prochaine, du coup, tout le monde. Ouais. Merci à vous. Salut tout le monde. Merci. Merci Olivier. Merci. Au revoir. Bonsoir. À Bon bientôt. courage. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.